Vous regardez Croissance verte sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Le changement climatique et la dégradation de l'environnement représentent des défis majeurs pour la Côte d'Ivoire. Face à cette réalité, le Club du développement durable de Côte d'Ivoire, CDDCI, joue un rôle essentiel dans la sensibilisation et l'engagement des jeunes. Pour mieux comprendre les initiatives de ce club, notre reporter a suivi ses membres le temps d'une journée. Son compte rendu à suivre dans quelques instants dans notre reportage. Et pour apporter un éclairage complémentaire sur le sujet et en savoir plus sur ce genre d'initiative à l'échelle continentale et plus particulièrement au Sénégal, nous sommes avec Madame Maguette Ba, présidente de Green Generation, une plateforme de jeunes engagés pour la protection de l'environnement, regroupant toutes les régions du Sénégal. Cette plateforme mobilise les jeunes dans des actions communautaires et dans les politiques climatiques. Madame Ba, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Et on se retrouve ici juste après notre reportage, direction la Côte d'Ivoire, plus précisément la ville historique de Grand Bassam. C'est un reportage signé Noam Kassine Kati, Sirmi Boukaka et Moussandir. Sensibiliser les communautés locales contre les méfaits du changement climatique, tel est le combat mené par le Club du développement durable de Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la ville historique de Grand Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire, située à environ 40 km d'Abidjan. C'est dans des zones similaires et à travers des initiatives comme la Journée universitaire du développement durable que le CDDCI réunit des experts, des jeunes, des étudiants et des élèves pour aborder les thématiques liées à l'environnement. En échangeant avec nos amis étudiants, j'avais constaté qu'ils n'avaient pas de connaissances en matière de développement durable. Donc déjà, après les temps de cours, je mobilisais une quinzaine d'étudiants et je leur parlais déjà du développement durable et aussi de la lutte contre les changements climatiques. Donc c'est de là que j'ai pu mobiliser un certain nombre d'étudiants et après nous avons travaillé à la création de ce club. Nous avons pu mobiliser un financement de la part de l'Union européenne à travers le projet LIAN 2, donc qui nous a permis de mobiliser plus de 1500 étudiants et qui ont été sensibilisés sur les questions de la nécessité de préserver les forêts en général et particulièrement la mangrove. Et après, près de 70 élèves ont été initiés sur les techniques de planting des palétuviers, l'espèce d'arbre qui constitue la mangrove. À travers ce projet, les activités principales sont d'abord une activité de sensibilisation de 1500 élèves et enseignants dans les établissements primaires d'Azuretu de Modeste et aussi au niveau de Dimbokro. Le Club du développement durable de Côte d'Ivoire a été créé en 2013 par cet expert en gestion de l'environnement et en développement durable. L'organisation s'est donnée pour mission de promouvoir des pratiques durables à travers des programmes axés sur les enjeux climatiques. Actuellement, ce que nous sommes en train de faire, c'est en quelque sorte créer des petites forêts dans les écoles. Et la création de ces forêts-là va permettre non seulement d'atténuer la chaleur, et aussi contribuer à lutter contre les changements climatiques, parce que les arbres, comme nous le savons, vont contribuer à capter les dioxydes de carbone qui seront libérés dans l'air par les activités humaines. Au niveau des écoles, ça sera en même temps des abris. Nous sommes sous le soleil et les arbres, quand ils vont grandir, vont donner déjà aux élèves et aux enseignants qui seront ici, non seulement de s'abriter, mais également de pouvoir profiter de l'air qui sera donné aussi par ces arbres. À Grand Bassam, les actions du CDDCI ont eu un impact significatif. Ici, les effets du changement climatique se font ressentir. Et dans cette école primaire EPP modeste, les enseignants et élèves y sont formés aux bases de la lutte contre le réchauffement climatique. On plante ces arbres dans mon école pour avoir l'ombre, pour s'abriter en bas de l'arbre, pour avoir aussi le vent. Quand il est midi, là, quand il fait chaud, là, quand on marche, là, la chaleur,
Surtout quand il fait chaud, là, la chaleur s'élève. Donc ça nous fait transpirer. On ne joue pas, on est mouillé comme ça, à cause de la chaleur. C'est pour ça qu'on plante les arbres pour avoir de l'ombre ici, la fraîcheur. Le changement climatique, c'est le changement du temps. Exemple, quand la pluie doit venir dans ces mois, c'est le soleil qui vient. Ou quand le soleil doit venir, c'est la pluie qui vient. Pour lutter contre ça, nous devons planter des plantes. Après, quand ça va grandir, nous pouvons nous abriter pour respirer de l'air. Nous avons pris des bourgeons. Nous avons mis dans les châssis. Dans 3 semaines, ça a commencé à pousser. Et nous avons creusé des trous pour venir planter les tecs. Et puis chaque élève a eu son arbre pour s'occuper bien de lui. Le CDDCI axe ses actions sur plusieurs objectifs majeurs, dont l'éducation au développement durable, la promotion des objectifs de développement durable, en particulier les ODD 4, éducation de qualité, 13, lutte contre le changement climatique et 14, vie aquatique et la mobilisation communautaire. La sensibilisation des jeunes à la justice climatique nécessite une approche variée qui combine éducation pratique, utilisation des médias engageants, mobilisation communautaire et modélisation comportementale. Selon ces responsables pédagogiques, les méthodes choisies inspirent une nouvelle génération d'acteurs engagés dans la lutte pour un avenir durable. Nous apprenons tout, le jardinage, le planting, tout ça concourt au bien-être de l'élève et tout ça vient corroborer l'enseignement que nous leur donnons, étant donné que nous faisons aussi les leçons sur la végétation, sur le changement climatique. Les quelques arbres que vous voyez dans la cour ont été plantés par des enseignants. Il n'y a pas assez d'ombrage. Donc, il faut renforcer ça. Et pour le faire, on a eu l'appui d'UNG qui est venu. On a embrassé, pour ne pas dire accepté, à bon cœur ce projet pour qu'ensemble, il nous donne davantage d'expérience dans la pratique. Quand l'enfant va planter, prendre soin de l'arbre, jusqu'à ce qu'il soit grand et qu'il s'abrite à l'ombre, il comprendra que l'arbre est nécessaire dans sa vie. Ça, c'est déjà un impact, je peux dire positif. Deuxième impact, sur le plan environnemental, oui, ça reverdit notre environnement. Ça nous leur donne assez d'endroits de repos. Dans l'avenir, ces plants vont grandir et puis donner de l'ombre sur lesquels nous pouvons nous reposer. Maintenant, concernant l'entretien de ces arbres, on a organisé les élèves en commençant par la classe de CE, c'est-à-dire CE1 jusqu'au CM2. On fait l'arrosage chaque matin et puis chaque soir. On prend soit trois élèves, vous prenez la première vague, vous arrosez le matin et puis un autre groupe vient arroser la deuxième rangée le soir. Le DIC-Club de Côte d'Ivoire a réussi à créer un impact positif sur l'environnement et les communautés locales depuis sa création. Grâce à ses efforts en matière de sensibilisation, d'engagement communautaire et de promotion du développement durable, le CDDCI continue d'alerter les populations ivoiriennes. Aujourd'hui, la forêt ivoirienne est en crise. Pour nous, le plus important est de pouvoir inculquer aux enfants, aux enseignants, les enfants qui sont la relève de demain, comment déjà, à travers des activités de planting d'arbres, nous pouvons sauver la forêt ivoirienne. Et à travers cette activité, c'est près de 800 enfants et enseignants qui ont été initiés aux techniques de réalisation des pépinières d'arbres. Les responsables du CDDCI ont organisé des ateliers de plantation d'arbres et la création de pépinières dans les zones stratégiques. Ce, en collaboration avec les communautés locales pour des projets de reboisement comme à Azuerti, un village de Grand Bassam, où l'exploitation abusive des plages et mangroves menace l'écosystème. Nous sommes là pour suivre l'évolution des pépinières que nous avons eu à
à réaliser dans le cadre du projet sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement. Et nous avons réalisé les pépinières avec les enseignants, également avec les élèves, pour les initier déjà à faire des pépinières avant le planting. On a des animaux dans le village. Donc quand on fait le planting, on est obligé de protéger avec des bambous pour ne pas que les animaux puissent déterrer ou bien manger l'arbre jusqu'à ce que ça devienne comme ça. Mais à ce niveau-là, voilà, c'est fini. Et l'arbre va maintenant sur sa croissance. Concernant le planting d'arbres, donc, avec le temps, quand les arbres vont pousser, on aura de l'ombrage au niveau de l'école, ce qui va profiter aux élèves parce que, comme vous voyez dans notre groupe, il n'y a pas d'arbres. Et cela porte préjudice aux enfants. Pendant les récréations, il n'y a pas un lieu où ils peuvent s'abriter. Et donc, dans un futur proche, on espère que le planting d'arbres va apporter un bien-être à nos élèves. Malgré ses nombreux succès, le CDDCI fait face à des défis importants, notamment le manque de ressources et l'indifférence de certains acteurs face aux enjeux environnementaux. Cependant, grâce à une stratégie fondée sur l'éducation, la mobilisation communautaire et le partage d'expertise, le club continue de tracer la voie pour un avenir plus durable. Dr Oboué et son équipe partagent des anecdotes et statistiques illustrant les impacts positifs de leurs initiatives. Ils interpellent ainsi les communautés qui adoptent de mauvaises pratiques contribuant à la dégradation de l'environnement. Dans notre projet, c'était de restaurer au moins une partie de cette mangrove-là. Mais comme vous pouvez le constater, là où nous sommes actuellement, malheureusement, lorsque nous sommes revenus constater, il n'y a pas eu de plan. Parce que c'est non seulement les pêcheurs viennent garer leurs pirogues et il n'y a pas eu vraiment de suivi dans le cadre de cette activité-là. Ça fait que cette activité n'a pas vraiment atteint l'objectif qu'on voulait. Ce que vous voyez, ce sont les palétuviers qui ont été coupés pour servir de bois de chauffe. Pour les femmes, elles utilisent pour fumer le poisson. Et malheureusement, c'est à ça que nos mangroves sont exposées au niveau du sud. Voilà, parce que c'est constamment menacé par les jeunes, par les femmes, tout ça pour justement servir au bois de chauffe. Aujourd'hui, nous avons vraiment plusieurs stratégies en vue de mieux faire connaître la question du développement durable. Pour cette raison, nous avons désormais orienté nos activités beaucoup plus vers les tout petits, les enfants. Et qui parle de durabilité touche directement les enfants. Les enfants, lorsqu'ils sont sensibilisés au bas âge, déjà, cela facilite l'intégration, la connaissance que nous voulons inculquer et le changement que nous souhaitons. Deuxième chose, ce sont les communautés qui sont impactées par les changements climatiques. Les communautés du littoral, qui sont traditionnellement des communautés qui vivent de la pêche, sont aujourd'hui impactées par les effets des changements climatiques. Pour cette raison-là, nous avons plusieurs activités de sensibilisation à la lutte contre les changements climatiques, mais aussi comment à travers leurs actions, ils peuvent réduire leur impact dans le phénomène de l'érosion côtière. Les défis du développement durable en Côte d'Ivoire sont complexes et interconnectés, mais avec une volonté politique forte, une mobilisation collective et un engagement envers l'éducation et la sensibilisation, il est possible de tracer une voie vers un avenir durable. Nous demandons au gouvernement de Côte d'Ivoire de pouvoir faciliter l'intégration des modules d'enseignement, surtout en matière de développement durable et de lutte contre les changements climatiques, dans les modules d'enseignement, déjà dès le bas âge, au préscolaire, au primaire, au collège, au lycée et même dans les universités. Le Club du développement durable de Côte d'Ivoire s'impose comme un acteur incontournable de la promotion du développement durable. Grâce à ses actions de sensibilisation et d'engagement communautaire, il inspire une nouvelle génération d'Ivoiriens à s'engager activement pour un avenir plus équitable, croissant et vert. Nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte avec Madame Maguette Ba, présidente de Green Generation, Génération Verte, une plateforme de jeunes engagés pour la protection de l'environnement, regroupant toutes les régions du Sénégal. Madame Ba, tout d'abord, quelle lecture faites-vous des actions menées par le CDDCI à travers le pays, en Côte d'Ivoire ?
Alors, c'est une très belle expérience qu'on vient de voir parce que cela permet à nous aussi de nous appuyer de cela, de nous inspirer. C'est déjà très belle parce que je vois que c'est des enfants, c'est des enseignants, c'est des communautés qui sont engagées. Et le fait de vraiment les préparer dans cette question d'environnement, de développement durable, ça permet non seulement de les inculquer la discipline, parce qu'on a vu dans le reportage qu'il y a des heures d'arrosage avec les vagues et vraiment la coordination, mais aussi de vraiment attendre à ce que le petit grain qu'ils ont semé de grandir pour attendre l'ombre, ce qui veut dire qu'il y a de l'espoir qu'on est en train de partager à ces jeunes et ces communautés. Et quel impact ces initiatives peuvent-elles avoir sur la jeunesse à long terme? Alors, comme je dis, en long terme, non seulement il y a cet espoir, cette éducation qui a été préparée, mais en fait, ça permet de façonner et de préparer des citoyens modèles. Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent sur la planète qui vraiment n'ont pas des comportements qu'on aimerait voir, couper les arbres, mettre le plastique partout, vraiment salir. Et cette préparation va permettre que demain, ces enfants qui vont grandir avec un aspect positif de la protection de l'environnement. Et ce sera à eux maintenant de transmettre cette fibre à leur génération. Et comme ça, on espère avoir une planète verte, durable et qui sera favorable pour tout le monde. Vous êtes la présidente de Green Generation, Génération Verte. Pouvez-vous nous présenter votre organisation et ses missions principales? Alors, la Génération Verte, pour le dire d'une manière très simple, est une plateforme de jeunes. Alors, c'est des jeunes qui sont déjà membres dans les organisations de part et d'autre. Ça a été initié par UNICEF Sénégal qui a lancé un appel à candidature pour les jeunes qui s'intéressent à la protection de l'environnement, au changement climatique, de rejoindre une plateforme de jeunes. Donc, on est une plateforme. On va pas dire qu'on est une association, mais c'est des associations de personnes qui aujourd'hui se regroupent et qui essayent de faire des actions communes. Donc, nos missions, c'est non seulement de vulgariser les actions communautaires des jeunes, mais aussi de mobiliser les communautés à participer à l'action climatique. Mais une chose qui peut-être aujourd'hui est nouvelle en termes d'innovation, c'est que nous nous intéressons à la politique climatique du Sénégal. Parce que on voit tous que maintenant, il y a les jeunes qui font des activités, mais si aujourd'hui on veut vraiment avoir de l'impact, il faut aussi prendre la question de la politique pour qu'on puisse avoir plus d'impact au niveau local et au niveau national. Madame Ba, quel type de formation offrez-vous aux membres de votre organisation sur les questions d'activisme écologique? Les types de formations que nous offrons à nos membres, c'est d'abord la formation sur les politiques et les documents politiques sénégalaises. Je parle du Code de l'environnement, je parle des contributions déterminées au niveau national pour leur permettre de vraiment se préparer, de savoir comment aujourd'hui ils peuvent orienter leur activisme vers les politiques et vers la résolution de problèmes. Et d'autres formations, c'est la communication, l'utilisation des médias pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer et partager leurs actions communautaires. Et comment assurez-vous la participation active des jeunes dans vos différentes activités environnementales? La participation des jeunes, elle est faite d'une manière que chaque jeune, où il soit, que ça soit au niveau urbain ou rural, puisse participer à la plateforme qu'on a dit. C'est une plateforme, donc ils peuvent nous partager leurs informations et nous, on essaye de le partager, ce qui veut dire qu'on essaye vraiment d'être des diffuseurs ou une manière d'amplifier les actions que chacun fait de son côté. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez en matière de mobilisation de cette jeunesse? La mobilisation de la jeunesse n'est pas aussi facile parce que déjà, comme vous le dites, c'est de la jeunesse il s'agit. Et quand il s'agit de la jeunesse, je prendrai le cas qu'aujourd'hui, on a tous nos cours à faire, nos travaux à faire et tout et tout. On pourrait peut-être se dire qu'on devait profiter de la jeunesse, de faire des actions, de nous balader. Mais si aujourd'hui, on doit s'intéresser à la protection de l'environnement, c'est un temps de notre jeunesse qu'on va consacrer à des actions qui peut-être les impacts ou les résultats vont venir dans l'avenir. Donc, il y a d'abord ce problème de réticence des jeunes qui disent que la question climatique, c'est pas mon problème. Maintenant, l'autre chose, c'est peut-être des questions financières qui vont arriver parce que s'il faut mobiliser les jeunes à aller nettoyer les plages, il faudra peut-être les donner le transport ou une autre forme de compensation. Exactement, pour les permettre de vraiment passer du temps et de sentir qu'ils sont
redevable ou voilà. Vraiment, c'est assez difficile. Maintenant, intéressons-nous aux communautés locales. Comment les impliquez-vous dans vos activités? Les communautés locales, ce sont nos partenaires de premier niveau parce que les actions qu'on met, par exemple, dans certaines zones, dans certains villages, comme vu que nos membres sont dans toutes les régions du Sénégal, c'est eux qui sont nos premiers interlocuteurs. Je prends le cadre, aujourd'hui, il y a le nettoyage chaque samedi, le premier samedi que le président de la République a lancé. Pour qu'on puisse avoir une mobilisation, nous nous rendons vers les communautés, les Badianougor, les chefs de quartier, les chefs coutumiers et religieux, pour les sensibiliser, leur faire comprendre le pourquoi ils doivent participer. Et ce sera eux de nous permettre de pouvoir faire les activités et de mobiliser d'autres jeunes qui s'intéressent. Ça ne sera pas facile, mais on essaie quand même. Pouvez-vous partager des exemples concrets de projets réussis dans le cadre des activités menées par Green Generation? Donc, Green Generation vient de démarrer. Les projets réussis, on parle peut-être des projets des membres de Green Generation, qui sont des jeunes qui sont déjà affiliés à d'autres organisations. Mais on essaie aujourd'hui de combiner l'ensemble des actions que nous faisons et de les divulguer ensemble. Donc, ça a commencé en mois de novembre, octobre, les formations, et à partir du mois de janvier, le mandat de la plateforme commence. Et quels sont les principaux enseignements que vous avez tirés de vos expériences passées? Rappelons que Green Generation rassemble plusieurs associations individuelles. Comment arrivez-vous à capitaliser sur l'expérience de chacune pour aller vers une vision commune? La capitalisation des enseignements, des expériences personnelles, aujourd'hui, elle est utilisée pour qu'on puisse avoir une feuille de route durant notre mandat où on essaye de mobiliser d'autres jeunes et de faire des actions communes. Donc, je prendrai le cas qu'aujourd'hui, avant janvier, nous avons travaillé sur un plan d'action pour une durée de 1 an à 2 ans, où non seulement nous, d'abord, on essaye d'apprendre, parce qu'on a vu dans les enseignements qu'il y avait le manque de formation des jeunes. Beaucoup s'engagent aujourd'hui, mais peut-être n'ont pas toutes les informations, n'ont pas tous les bagages intellectuels qu'il faut pour pouvoir marquer son activisme climatique. Et on essaye aussi de pouvoir gagner en termes de crédibilité en tant que jeunes, parce que voilà, les obstacles que nous rencontrons de nos enseignements, c'est que souvent nous sommes confrontés à ce que les autorités pensent que nous sommes leurs adversaires, alors que nous sommes des collaborateurs. Et on essaye aujourd'hui dans notre travail, dans notre vision commune, de faire les autorités politiques et administratives nos premiers partenaires dans la collaboration de cette vision commune. Quels sont les objectifs de Génération Verte durant votre mandat? Alors, mon objectif pour ce mandat, ce sera de permettre non seulement aux membres de pouvoir avoir ces capacités comme je disais tantôt, en termes de formation, de compétences et de maîtriser les textes politiques qui régissent le Sénégal, mais aujourd'hui d'élargir la plateforme. Déjà, on couvre le Sénégal et de voir comment on peut s'étendre progressivement vers l'Afrique de l'Ouest et peut-être dans quelques années être une plateforme au niveau continental et international. Et que représente pour vous cette nomination en tant que présidente? Cette nomination représente un vrai challenge pour moi, parce que ce sera l'occasion de partager toutes les compétences, toute l'expérience que j'ai acquise dans mon engagement en faveur de la protection de l'environnement. Et j'espère que j'apporterai tout ce qu'il faudra, en tout cas à mon niveau, à ces jeunes, à ces membres qui ont eu confiance en moi, et qu'on pourra faire de cette génération verte la Green Generation au niveau international. Génération Verte, c'est une grande plateforme. Actuellement, elle regroupe combien d'associations? Alors, actuellement, nous avons 24 personnes. Il y en a un qui est de la Guinée et les 20 autres sont du Sénégal. Donc, on essaie juste d'ouvrir. Et les membres du Sénégal ne sont pas tous des Sénégalais. Il y en a d'autres qui sont des autres pays qu'on a voulu intégrer. C'est une plateforme panafricaine au Sénégal. Au Sénégal. Et on essaye vraiment d'impliquer tout le monde, de faire l'inclusion dans toutes les régions et les quartiers afin qu'on puisse avoir une bonne représentation. Merci Madame Maguette-Pa pour cet éclairage. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la Panafrican Media.